Bienvenue au MetaLife Podcast. Je suis votre hôte Laura. Cheminez avec moi vers une vie rayonnante de santé. Aujourd'hui, Eline et moi discutons du consentement et du plaisir sexuel. Eline est une intervenante en prévention par les pairs en santé sexuelle et travaille au sein de la Fondation Profa. Bienvenue Eline. Merci. Eline, c'est quoi le consentement sexuel? Alors, dans les GIL, donc le service pour lequel je travaille à la Fondation Profa, on utilise une définition et on appelle ça le consentement REAL ou RELS. En gros, ça veut dire que le consentement il doit être réversible, enthousiaste, explicite, libre et spécifique. Ça fait beaucoup de conditions. Ça fait beaucoup de conditions, ce qui fait que ça peut être assez dur en fait d'arriver à toutes ces conditions, surtout dans des cadres intimes tels que la sexualité. Ok. D'ailleurs, je voulais dire qu'aujourd'hui, le thème de ce podcast, il peut être assez intense. Il y a des personnes qui pourraient se sentir touchées par cette thématique. Donc, n'hésitez pas à juste arrêter le podcast ou la vidéo que vous êtes en train de regarder si c'est trop. Et on a aussi des ressources du coup en description pour les personnes de Suisse, s'il y a justement des histoires un peu traumatisantes liées au consentement qui resubmergent. Super. Alors, est-ce que tu peux cheminer avec nous à travers toutes les étapes du consentement? Quand tu parles du REALS, ça veut dire quoi en concret? Donc, réversible, ça veut dire que le consentement, il peut changer de tout au tout. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait dit oui à un moment peut dire non plus tard. Pendant le même acte sexuel ou avant tout ce qui se passe pendant les préliminaires, par exemple? À toutes les étapes, en fait. Ouais. C'est pas parce que lundi j'ai dit oui que mardi je vais dire oui, et c'est pas parce que lundi j'ai dit oui que 3 minutes plus tard j'en ai encore envie. Exactement. Même si on est en plein, je sais pas, dans une fellation, on peut tout d'un coup être là, en fait, non. Ouais. Sans avoir besoin d'expliquer plus, d'ailleurs. Ouais. Et puis les autres étapes? Du coup, après, c'est explicite. Donc, ça veut dire que la personne qui consent doit le dire explicitement. C'est pas juste une absence de non, c'est que la personne dit oui. Et ça, c'est pour la première fois où on a un rapport sexuel, ou même pas un rapport sexuel, un engagement sexuel, ou c'est à chaque fois qu'on a un engagement sexuel avec la même personne? Ça devrait être tout le temps. Ouais. Par exemple, moi, ça fait très longtemps que je suis mariée, beaucoup d'années. Est-ce que ça signifie qu'à chaque fois, mon mari et moi, on devrait dire est-ce que tu consentes? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, etc. Ouais, globalement, c'est ça. Ouais. En fait, l'idée avec le consentement, j'ai l'impression que quand on parle de consentement, beaucoup de personnes pensent d'abord au cadre légal, donc à éviter en gros de violer quelqu'un, ce qui est aussi des bonnes raisons. Mais ça, c'est vrai. En fait, pour moi, le consentement, c'est surtout de la communication. Et du coup, on parle beaucoup de consentement en sexualité, mais en fait, le consentement, il est tout le temps. Pour aller boire un verre, pour aller faire un ciné avec des potes, pour, je sais pas, avoir envie de continuer ses études. Enfin, c'est vraiment tout au long de la vie. Et finalement, le consentement, c'est des outils de communication. Et c'est juste plus compliqué en sexualité parce qu'on a moins l'habitude de communiquer comme on le ferait dans la vie de tous les jours. D'accord, ok. Moi, j'ai eu plusieurs fois la remarque de oui, mais bon, demander le consentement, ça casse un peu la chiche, ça te coupe ton désir sexuel. Toi, tu as envie de raconter, de dire quoi par rapport à ce commentaire? En fait, pour moi, déjà, je peux comprendre. Le truc, c'est que selon moi, c'est juste dû à notre représentation de ce qu'est la sexualité et ce que devrait être la sexualité. Typiquement, genre dans les films ou dans le porno, on voit souvent quelque chose de très passionnel. Je sais pas, la personne se fait plaquer contre le mur, puis dans un regard, les deux ils sont compris. Oui, c'est exactement ça. Mais en vrai, parfois ça arrive et c'est super si tout au long les gens ils sont d'accord. Mais en vrai, la plupart du temps, la sexualité en vrai, ça se passe pas comme ça. Spoiler. Enfin, je veux dire, rien. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas moins bien, c'est juste très différent. Comme typiquement, je sais pas, les films de super-héros, on va jamais se dire qu'on est soudainement Spider-Man parce qu'on s'est fait mordre par une araignée. C'est la même chose quand soudainement on va avoir une sexualité. On va pas avoir exactement le même schéma que dans un porno ou que dans un film romantique d'ailleurs. Parce que c'est juste la vie. Parfois, on a grave envie de pisser, du coup, on a mal à la vessie. Parfois, il y a des pets de fouf. Parfois, je sais pas, on tombe du lit parce qu'on a mal géré le truc. Il y a des moments qui sont gênants, mais qui font aussi la subtilité de la sexualité. Ouais. Puis moi, j'ai aussi envie de rajouter que
le consentement, ça peut être sexy aussi au Oui, sein d'un couple. Tout à fait. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant que quand mon mari me dit « Ah, j'ai envie de te faire ça, est-ce que ça te plairait ?» Mais oui, en fait, c'est comme un espèce de préliminaire qui, moi, mentalement, va me donner envie et je trouve que c'est ça qu'il faut rappeler aux gens. Le consentement, c'est nécessaire et en plus de ça, ça peut être sexy. Bah, typiquement, nous, on donne des sortes de tips and tricks du coup, en atelier avec les jeunes, parce que du coup, on va voir des jeunes dans le post-obligatoire et on parle de sexualité. Et dans les tips and tricks qu'on donne souvent, c'est en fait, on n'a pas besoin de rendre ça très formel. Il n'y a pas besoin d'être là, est-ce que tu consens à ce que je te déshabille? Ça peut être comme ça, mais on peut aussi typiquement utiliser des questions, genre, est-ce que tu as envie que j'enlève ton haut? Ou encore des phrases affirmatives. Par exemple, j'aimerais trop t'enlever ton haut. Parce que la phrase affirmative, elle n'implique pas de le faire. Et du coup, ça laisse le temps à la personne de pouvoir y réfléchir. Si la personne, je sais pas, se lève, va chercher de l'eau, bon bah, peut-être qu'on fait une pause. Et si la personne, du coup, enlève son haut, au moins il y a eu communication. Ouais. Et les autres éléments? Pour le Reels, oui, exactement. Donc on a parlé de réversible, de explicite, il y a l'enthousiaste. Ouais. Donc ça veut dire que ça va pas être juste « Ah oui », mais ça doit être « Ouais, vas-y ». C'est pas juste un oui par défaut, presque. Par défaut, exactement. Ça doit pas être « Ah ok, bon, en fait, ça fait 3 fois que tu me demandes, donc ok, vas-y ». Ouais. Et j'ai l'impression que ça, c'est aussi quelque chose qui s'applique dans les relations hiérarchiques en particulier. Je trouve que le enthousiaste, il ne peut pas vraiment exister quand on est dans une relation hiérarchique et puis que c'est notre patron ou notre patronne qui nous demande quelque chose. Est-ce que là, on peut vraiment donner un consentement enthousiaste? Je ne suis pas sûre. Je pense que ça dépend beaucoup des situations. Ouais. C'est trop bien parce que du coup, on arrive à l'autre lettre qui est le L pour le libre. Ah ouais. Le libre, il est compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations hiérarchiques, que ce soit par des questions d'âge, par des questions de... Il y a un des deux qui gagne plus que l'autre. Après, dans les cas où c'est leur patron, bon là c'est différent. Mais en fait, c'est important de prendre conscience qu'il y a ces relations de pouvoir et en fait de pouvoir en prendre conscience pour éviter qu'elles aient un impact sur le consentement. Et comment tu fais ça? En fait, il faut discuter avant. Globalement, il faut se mettre d'accord sur en fait, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est en train de se jouer. Typiquement, quelqu'un qui serait en relation avec... deux personnes qui seraient en relation, qui habiteraient ensemble. Il y en a un des deux qui gagne de l'argent et l'autre pas. Et du coup, d'une certaine manière, par exemple, l'appartement, il est payé que par un des deux. En soi, c'est quand même une relation hiérarchique parce que le lieu de vie, il dépend d'une personne. Et du coup, l'autre personne dépend de l'autre pour avoir un lieu de vie. Donc, on serait dans un cas de relation hiérarchique ou relation de pouvoir. Et en fait, la question c'est, imaginons que, je sais pas, ça va plus dans notre relation, donc sans parler de consentement sexuel, etc. Imaginons que ça va plus dans notre relation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui pars de l'appart? Où est-ce que je vais? Est-ce que tu continues à payer l'appartement pendant un petit moment pour nous deux? En fait, que ça soit des enjeux qui soient discutés en avance pour que le risque soit compris. Et que du coup, typiquement, si on reprend du coup cet exemple-là, si la personne qui dépend de l'autre pour l'appartement n'a pas envie de coucher depuis 3 soirs de suite, se dise pas d'elle-même « Merde, en fait, si ça se trouve, après notre relation, elle va être moins bien, et en fait, après, je vais perdre mon appart, et après, je vais perdre nanana. » Mais en fait, que ce soit un enjeu compris et qui évite d'entraver en fait le consentement. D'accord. Ok. Donc le mot d'ordre, communication. Exactement. Et le S de Reels? C'est pour spécifique. Donc en gros, le consentement, c'est pas juste au début pour dire « Ah, est-ce que tu veux qu'on couche ensemble ?» Mais en fait, c'est pour chaque étape. Surtout que « Est-ce que tu veux qu'on couche ensemble ?» ça veut rien dire. Parce que les gens, ils vont pas entendre la même chose. Pour certaines personnes, ça va être obligatoirement d'abord du sexe oral, puis du sexe pénétratif, et après c'est tout. Mais pour d'autres personnes, ça ne sera pas de sexe oral, et même pas de sexe pénétratif, mais que des câlins. Ou en fait, il faut juste entendre sur quoi. Sur quoi on se met d'accord. Exactement. Et du coup, à chaque étape. Ok. Et puis, est-ce que tu peux nous dire quels sont les mythes les plus répandus concernant le consentement
et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on ne va pas tomber dans le piège de ces mythes? Je pense que le plus gros, ça reste que le consentement, c'est pas sexy. Et que ça fait casser la vibe due aux représentations des films, etc. J'imagine, selon moi, en fait, c'est une question de posture par rapport à ce qu'on voit dans les films. Parce que tout le monde a envie de fantasmer une vie sexuelle plus ou moins comme dans les films. Après, ça dépend quel film. Mais en fait, ça reste des fantasmes et ça sera pas comme ça dans la réalité. Et c'est ok que ça le soit pas. Et c'est même mieux que ça le soit pas. C'est la vraie vie en fait. On n'est pas dans un film. C'est ça. Ouais. Et au final, pour moi, dans la vraie vie, c'est juste plus divers. T'as plus de moments marrants. Je sais pas, en fait, c'est juste quelque chose de vrai. Ouais. Et ça c'est parfait parce que ma prochaine question que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce que le consentement sexuel va avoir un impact sur le plaisir sexuel? Parce que les deux sont très liés en fait. Ouais. Pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Dans le sens où, dans mon imaginaire personnel, il y a la communication et à l'intérieur, il y a le consentement et le plaisir sexuel. Et au final, les deux, ils vont ensemble main dans la main. Ouais. J'ai l'impression que presque automatiquement, s'il y a de la communication, il va y avoir du plaisir sexuel parce qu'en fait, à tout moment, on peut dire stop. Donc, stop, ça veut dire j'ai pas de plaisir, donc on arrête. Donc là, on a communiqué et clairement, s'il n'y a pas de consentement, il ne peut pas y avoir de plaisir sexuel. Okay. Surtout que un des enjeux, c'est surtout de créer un cadre de confiance où en fait, le non, il peut être entendu. C'est pas hyper évident à mettre en place dans le sens où chaque personne aura dans sa tête peut-être des enjeux mais en fait finalement ça me fait pas si mal ou mais en fait je sais pas, ça fait quand même genre 3-4 fois que je dis non, donc en vrai peut-être ce soir ça va, mais en fait s'il y a ça, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de consentement et finalement le but de la sexualité, parce qu'actuellement le but de la sexualité c'est quand même plutôt du plaisir et pas tant de la reproduction, en fait il n'a pas lieu d'être. Est-ce qu'on peut parler du non? Il y a certaines personnes pour qui le non fait partie intégrante du jeu sexuel. On fait quoi dans ces situations? Comment est-ce qu'on aborde le sujet? Comment est-ce qu'on sait quel non veut dire non? Voilà. Est-ce que tu serais prête pour nous aider, pour nous guider? Parce que ça peut être un peu confus. Du coup, là, moi, je vais utiliser des outils qui viennent du BDSM. Qu'est-ce que c'est le BDSM? Donc, le BDSM, c'est un ensemble de pratiques, mais c'est aussi une communauté. L'acronyme, ça veut dire bondage, domination, sadomasochisme. Ouais. Du coup, c'est des pratiques où on s'attache, où il y a des jeux de domination consentis, dans ce cas-là, avec une personne qui domine et une autre qui est plutôt soumise. Et sadomasochisme pour des jeux de douleur, que ce soit, je sais pas, faire des fessées ou d'autres trucs. Ça peut être plus ou moins large, en fait, les pratiques qui sont dedans. Et cette communauté-là, vu qu'il y a des enjeux de restriction de liberté, parce que les gens ils sont attachés, qu'il y a des jeux de domination et qu'il y a de la douleur, donc en gros on va jusqu'à ses limites personnelles ou corporelles, c'est une communauté qui a mis en place plein d'outils de consentement pour que ça reste dans un cadre bienveillant. Magnifique. C'est quoi ces outils? Et du coup, les outils, alors, en gros, il y a plusieurs étapes. L'étape numéro 1, ça serait de s'accorder donc avant tout acte sexuel, sur comment est-ce qu'on communique. Donc, c'est de choisir, est-ce que tu préfères que moi, je te demande à chaque fois si ça va, ou est-ce que toi, tu es plus à l'aise de me dire si ça va plus. Du coup, c'est de s'accorder avant. Ça peut être aussi, les deux me vont très bien, donc on garde les deux. C'est choisir un safe word. Donc, c'est un mot qu'on utilise quand ça va plus. Brocoli! Par exemple, brocoli. Ça doit être un mot qui a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. En général, brocoli a rien à voir au sein de la discussion sexuelle. Normalement, mais on sait jamais. Et un safe move. Donc ça, c'est... par exemple, taper comme ça. Exactement. Comme par exemple au judo, où tu tapes 3 fois sur le sol. Et ça, c'est utile pour si tu vois pas le visage de la personne, ou si la personne elle a un truc sur la bouche, ou la tête dans le coussin, qu'elle puisse quand même te dire, en fait là ça va plus. Et du coup, ça c'est des trucs qui sont décidés avant,
pour que quand on est dans le jeu sexuel ou dans l'acte sexuel, bah, ça soit clair de quand est-ce que ça va plus, quand est-ce qu'on peut continuer, comment est-ce qu'on a décidé de communiquer. Ouais. Donc ça, c'est avant. Après, pendant, pas hésiter à faire des pauses. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on dit stop qu'on ne peut pas reprendre après, potentiellement. Ça peut aussi ne plus jamais reprendre. Stop, stop. Voilà. Ça veut dire stop, j'ai besoin de respirer. Exactement. Mais je pense qu'il faut désacraliser la question de la pause en sexualité parce que c'est juste important en fait. Et du coup, réutiliser des phrases, comme j'ai dit avant, soit des questions, soit des phrases affirmatives. Et après l'acte sexuel, il y a le moment de care. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle l'aftercare. Donc c'est après l'acte sexuel, on se met d'accord sur, en fait, toi, tu as besoin de quoi après? Est-ce que tu as besoin que je t'apporte de l'eau? Est-ce que tu as envie qu'on fasse des câlins? Est-ce que tu n'as justement pas trop envie d'avoir du contact physique parce que c'était intense pour toi et tu as juste envie d'être tranquille sur ton téléphone? Et juste, en fait, prendre un moment pour se retrouver encore après la sexualité et en gros clôturer l'acte sexuel. Et la dernière étape, c'est le débrief. Donc c'est prendre un moment pour être là, ok, pour toi c'était comment quand j'ai fait ça? Est-ce que tu as bien aimé? Est-ce que tu aimerais qu'on teste autre chose? Enfin, ouais, c'est juste en gros rediscuter de comment ça va. En fait, moi j'ai envie de dire, ce que tu es en train de décrire, même si c'est spécifique pour la communauté BDSM, on devrait tous le faire. Oui. En fait, c'est des outils, ces outils ils viennent historiquement du BDSM, mais pour moi ils devraient être utilisés tout le temps. Ouais. Et de nouveau, on retombe sur la communication au sein d'un couple. Exact. Ouais. Ok, j'ai un peu l'impression que le mot-clé de notre discussion aujourd'hui, c'est la communication. Pour le consentement, pour le plaisir, à toutes les étapes, avant, pendant et après. Ok, exact. Magnifique. Magnifique. Et puis maintenant, j'ai envie de te poser une question un peu sensible. J'aimerais te demander, à ton avis, surtout toi qui travailles beaucoup avec les jeunes, quel est le rôle qu'a joué les médias et la pornographie sur la façon dont le consentement et la sexualité sont perçus? Parce que moi, je n'ai pas grandi avec Internet, ce dont je suis très reconnaissante, mais de mon observation, c'est moi qui ne suis pas du tout une professionnelle, j'ai l'impression que ça a quand même eu un impact relativement important sur qu'est-ce qui est considéré au fait comme du consentement aujourd'hui. Je pense que c'est une question un peu tricky, dans le sens où je ne peux pas dire tous les jeunes. Bien sûr, on n'est pas en train de faire une généralisation. Mais ça. À ton avis, est-ce que ça a eu un impact et à quoi est-ce que les jeunes devraient penser s'ils commencent leur vie sexuelle et qu'ils ont été exposés à beaucoup de porno et à beaucoup de médias un petit peu violents ou différents de ce que nous, on a grandi, de ce avec quoi nous, on a grandi? En fait, j'ai l'impression qu'au final, sur Internet, un des problèmes, entre guillemets, c'est qu'on voit beaucoup les risques, par exemple avec #MeToo, où du coup, il y a eu une grosse visibilisation de tout ce qui était harcèlement sexuel ou viol ou violence sexuelle. Et ça, c'est vraiment hyper important que ça soit visibilisé. Mais c'est vrai que du coup, la sexualité, en fait, on a ajouté un risque perçu dans la sexualité. C'est un risque qui existait déjà avant, c'est juste que soudainement, il était très visible. Donc du coup, les jeunes qui ont grandi avec Internet, ils ont cette notion qu'en fait, la sexualité, c'est pas que stylé, mais qu'il y a des risques, notamment en fait, de blesser d'autres personnes ou d'être blessé. Et à l'inverse, la représentation de la sexualité, notamment dans la pornographie, et on sait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, très jeunes, qui ont accès à la pornographie, qui en fait ne donnent aucun outil pour en fait savoir comment on fait. Donc on sait qu'il y a des risques, mais on ne donne pas d'outils. Et les représentations, typiquement de la pornographie, elles sont très intenses, il n'y a pas ou peu de consentement, il y a peut-être du consentement au tout début dans certains types de porno un peu plus ouverts, mais c'est clairement pas une représentation de la réalité. Et comme on disait avant, en soi, dans la réalité, la sexualité, elle est juste différente finalement. Et je pense que c'est ça qui devient compliqué. C'est que du coup, quand tu nais avec Internet, tu as conscience des risques, mais tu n'as pas d'outils pour en faire quelque chose. Ce serait quoi tes conseils pour ces jeunes qui sont dans cette situation?
Euh, ça serait... Je pense que pour moi, ça serait en fait de chercher d'autres sources. Du coup, de ne pas se baser sur la pornographie comme... En fait, c'est ça qu'il faut faire. La pornographie, ça peut être super pour plein d'autres raisons, comme découvrir ses fantasmes, découvrir qu'est-ce qu'on a envie, ou juste comme outil de masturbation. Mais c'est pas le Saint Graal à garder en tête de qu'est-ce que c'est la sexualité. Et typiquement, en soi, genre, normalement, des professionnels en santé sexuelle, en soi, il y a quand même Sex Education qui donne plus ou moins des outils de consentement. Enfin, il y a en fait d'autres outils où c'est des gens qui sont spécialistes en santé sexuelle qui parlent de la communication et du consentement. Et du coup, j'aurais tendance à dire, basez-vous sur ces conseils-là. Ouais. Et gardez la pornographie pour ce qui est cool dans la pornographie, mais pas pour tout ce qu'elle vous apporte pas en fait. Exactement, exactement. Et si tu avais quelques conseils à donner pour des personnes qui souhaitent améliorer ou s'assurer que leur communication au sein d'un couple, elle est aussi favorable qu'elle pourrait être, toi, tu leur donnerais quoi comme conseil? Genre pour faire un check de la qualité de la communication? Ouais. Et puis s'ils voulaient simplement améliorer leur communication, tu leur dirais quoi? Je dirais mettre en place en soi les étapes que j'ai nommées avant, qui vient du BDSM. Mais ça, c'est plus tricky parce que c'est dans le savoir-être, pour le dire comme ça. Ouais. Ce serait réussir à créer un cadre de confiance. Oui. Et pour créer un cadre de confiance, ça demande de la bienveillance et du non-jugement. Et du temps. Et du temps. Ouais. Et ça, c'est dur. Parce que même si on a envie d'être très bienveillant et non jugeant, on a tous des représentations de qu'est-ce qu'on considère comme normal ou qu'est-ce qu'on considère un peu comme bizarre. Et ne pas projeter ça sur l'autre pour éviter que juste la communication elle soit coupée. En fait, il faut être très conscient de ses propres représentations et de comment est-ce qu'on agit pour être là. En fait, ça c'était genre tes envies, c'est pas les miennes et c'est pas un problème. Sans être dans le « Ah, ça me dégoûte, en fait, t'es hyper bizarre. » Du coup, là, ça permet pas un cadre de confiance. Ouais. Ah. Alors, si je peux résumer, ouais. Pour moi, il y a deux choses qui sortent principalement de notre conversation. La première, c'est le consentement, c'est sexy. Oui. Et la deuxième, c'est le consentement et le plaisir sexuel sont liés de façon très étroite à la communication. Donc, communiquer, c'est sexy. Exactement. Voilà, je crois qu'on peut terminer notre discussion formelle sur ces points. Trop bien. En tout cas, j'ai envie de te dire que ça a été incroyable pour moi de parler de ce thème avec toi et j'ai aussi envie de t'inviter à répondre quelques questions brûlantes auxquelles tous nos invités sont conviés à répondre lors d'un podcast. Es-tu prête? Je suis prête. Eline, quel est ton souhait le plus cher pour cette vie? Je crois que c'est de pouvoir vivre librement en fonction des contraintes que j'ai. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai envie d'être consciente des contraintes qui m'entourent, que ce soit le fait qu'il faut absolument que j'ai un travail pour pouvoir survivre, genre des normes de genre, je sais pas, les représentations liées à la sexualité, et que je puisse avoir conscience de ces contraintes-là pour après choisir moi ce que j'ai envie de garder. Ouais, tu as envie d'avoir un consentement éclairé sur tout ce que tu fais dans ta vie, au fait. Exactement. C'est magnifique. Et complète ces phrases. Le monde a besoin de plus de bienveillance. Oui, s'il te plaît. Je suis reconnaissante pour que la santé sexuelle, ça soit un sujet. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et ensuite, la dernière et la plus importante question de toute l'interview. Si je pouvais cuisiner une chose pour toi, qu'est-ce que ça serait? Des pâtes au citron. Des pâtes au citron, c'est noté! Eline, j'apprécie énormément ta présence sur notre podcast et je tiens à te remercier pour ta générosité avec ton temps. Et à notre audience, je vous invite à partager ce podcast avec quelqu'un dans votre vie qui en a besoin. Merci à Eline, merci à vous tous et à très bientôt!